Un camembert président. Vous voulez que je vous dise ce que j'en ai fait? Je l'ai mangé. Bonjour et bienvenue sur Philosciences. C'est parti aujourd'hui, grosse critique d'une vidéo de l'Anti-Sèche et de Cyrus North sur le bonheur et le désir. J'avais un creux. Manger, c'est juste un besoin vital en fait. D'ailleurs, pourquoi on cherche tous à atteindre le bonheur comme ça? Alors, merci beaucoup Cyrus pour ton humour, c'est une super introduction. Mais d'ailleurs, pourquoi on cherche tous à atteindre le bonheur comme ça? Qu'est-ce qui te le dit? Moi, j'ai vu des études il y a pas longtemps qui disent qu'au contraire, les gens préféreraient une vie pleine de sens à une vie, par exemple, pleine de plaisir. Donc, comment tu définis ton bonheur? Est-ce que tu es sûr qu'on cherche tous le bonheur? Bien manger, c'est que le début du bonheur. Ça pourrait sous-entendre que pour être heureux, il faudrait satisfaire non pas un désir, mais tous nos désirs. On sait pas d'où ça sort, c'est gratos. Évidemment, on se rend compte que ce sera évidemment impossible, donc j'imagine que c'est pour préparer une deuxième partie et dire « Ah non, on s'est trompé ». Je sais pas, avoir un maximum de plaisir, pas tous nos désirs. Et d'ailleurs, pourquoi satisfaire nos désirs? On s'en fiche, ce qui importe, c'est les plaisirs. Et donc là, justement, il confond directement plaisir et désir. C'est-à-dire, pour lui, le plaisir, c'est la satisfaction du désir. Comme si c'est par là que ça passait. Alors qu'on le voit grandement, le désir peut se tromper, mais plein de fois. Il suffit par exemple que vous ayez un énorme désir pour une personne et qu'avec cette personne ça marche pas du tout et qu'il y ait très peu de plaisir. Le désir peut être extrêmement trompeur. Donc on peut pas associer plaisir et désir. Mais en réalité, on se trompe et on confond plaisir et bonheur. Plaisir et bonheur. Bah on sait pas puisque t'as toujours pas défini ce que voulait dire le bonheur, on attend. Par exemple, je peux très bien éprouver du plaisir en me tapant une plaquette de chocolat. Tout en étant malheureux, parce que je viens de me faire larguer. Je pourrais prendre une plaque de chocolat, donc sous-entendu ça c'est du plaisir, une sensation éphémère, alors que je viens juste de me faire larguer, et donc je suis malheureux. Alors pourquoi la plaque de chocolat serait plus une sensation éphémère que le fait de se faire larguer? Enfin, ça n'a rien de global et durable, la sensation de se faire larguer, c'est pareil, tu y penses à certains moments, à d'autres tu n'y penses pas, c'est donc du déplaisir qui n'impacte pas forcément la totalité de ton état d'esprit, et donc ton bonheur. D'abord, il faut savoir que le désir naît d'un manque. C'est une tendance vers ce qui nous est extérieur, ce qu'on ne possède pas. Le désir naît d'un manque, c'est une tendance vers ce qui nous est extérieur, ce qu'on ne possède pas. Donc là, il a défini le désir, vous êtes d'accord avec ça? Eh ben non! Pourquoi le désir naîtrait d'un manque? Quand le désir n'est que d'un manque, c'est plus, je sais pas, du désir maladif, quand t'es en manque d'une drogue, quand t'es en manque de quelque chose. Parfois, tu peux désirer quelque chose sans avoir un manque de cette chose-là. Ça peut être juste, t'es dans un état neutre et hop, oh, t'aimerais bien avoir ce petit truc-là en plus. C'est pas que ça te manque, c'est que t'aimerais bien l'avoir en plus. Ça vous est déjà arrivé 1000 fois d'acheter un truc dont vous saviez pertinemment que vous aviez pas besoin, qui vous manquait pas vraiment, mais vous aviez envie de vous faire un petit plaisir en plus, et donc vous l'avez acheté. Platon, c'est un petit philosophe sympa qui a donné deux, trois idées. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Il donne cette définition du désir. L'objet du désir, pour celui qui éprouve ce désir, est quelque chose dont il ne dispose pas et qui n'est pas présent. Bref, quelque chose qu'il n'a pas et qui n'est pas lui-même, quelque chose dont il est dépourvu. Ok, donc là on a répété 40 fois que le désir c'est ce qu'on n'a pas, super. Et on s'est appuyé sur Platon. Donc c'est un cas typique où on va aller chercher un philosophe, quelqu'un qui a dit un truc, qui n'ajoute rien au raisonnement, mais on est content parce que le prof veut qu'on cite aussi des auteurs parce que c'est comme ça que c'est noté, et donc tout le monde est content. Cette définition, on peut l'illustrer par un mythe raconté par Aristophane dans le Banquet de Platon. Dans ce passage, les deux philosophes s'interrogent sur l'origine de l'amour. De quel manque provient le désir amoureux? Et donc là, pour appuyer encore cette idée du manque dans le désir, on prend l'exemple du désir amoureux et on utilise un mythe! Un mythe! Le mythe célèbre dans le Banquet de Platon avec les boules qui se divisent et qui se reforment. Mais ça me rend ouf! On pose une question de manière raisonnable, on essaie d'y répondre de manière raisonnable et on utilise une histoire. Un mythe, qu'on sait donc pertinemment fausse et potentiellement pas du tout éclairante puisque ça s'appuie sur rien, c'est gratuit, et ben on utilise ça. En gros, l'histoire raconte qu'au début, chaque homme était fait de forme ronde avec 4 mains, 4 jambes, 2 visages et qu'il était doté d'une force extraordinaire et d'un grand courage. Du coup, vu que les hommes étaient plutôt balèzes, ils ont décidé d'attaquer les dieux. Mais Zeus prit les devants et découpa les hommes en deux. Dès qu'il fut divisé, le corps n'a pu s'empêcher d'aller vers sa moitié, en l'embrassant, l'enlaçant, avec le désir de se fondre avec elle. C'est de là que date l'amour inné que les êtres humains ont les uns pour les autres. C'est de là que date l'amour inné que les êtres humains ont les uns pour les autres. Oui, il l'a dit. Bon, c'est la conclusion du mythe. C'est une belle histoire, c'est joli, ok. On fait de la poésie en fait. On fait de la philosophie littéraire, pas très rigoureuse, peu importe les conclusions, mais on est content parce qu'on a parlé de référence. Il y a des gens à qui ça plaît,
Admettons. Donc pour résumer, à l'origine on était des boules parfaites, puis les dieux nous ont rendus imparfaits en nous coupant en deux, et depuis, cette perfection perdue nous manque. Tomber amoureux, c'est tenter de ne faire qu'un avec sa moitié. Donc quand on tombe amoureux, on essaie de faire qu'un avec sa moitié. Ça, parlez-en à tous les coachs, et tous les conseillers, etc. Essayer de fusionner avec sa moitié, en général, c'est pas comme ça qu'on fait les meilleures tambouilles de couple. Mais bon, c'est pas le problème. Mais c'est typiquement un cas où on donne des conseils aux gens dégueulasses. C'est-à-dire, quand tu étudies ça, que tu vois ça, tu te dis, ah ouais, d'accord, donc faut fusionner. Et en fait, dans le couple, on n'est plus qu'un, on s'oublie tous les deux, etc. C'est le meilleur moyen de faire un couple maladif, justement, où tu peux pas vivre sans l'autre, où il y a du manque, où il y a finalement limite plus de souffrance que de plaisir. C'est de la merde, et c'est gratuit. Et c'est comme ça, on vous le donne, tenez. Pourquoi ? Parce que ça date d'il y a très longtemps, et parce que c'est dans les programmes. Du coup, on peut dire que le désir est paradoxal. Il veut guérir une blessure dont il est lui-même l'origine. Son but, c'est pas d'éprouver un simple plaisir, mais de combler un manque existentiel. Le désir veut guérir une blessure dont il est lui-même l'origine. Oui, messieurs, dames. Oui, c'est gratuit. Peu importe, il y a eu un mythe. On a dit un mythe. Donc tu écoutes ce qu'on te dit. Le désir, c'est là pour combler un manque, c'est tout. Rien d'autre, ok ? Une blessure existentielle. Et puis, si on parvient à satisfaire le désir, eh ben on n'a plus rien à désirer. Ok. Donc par exemple, si je mange une glace, j'aurais plus jamais envie de manger une autre glace. Et c'est justement quand il n'y a plus rien à désirer qu'on n'est plus amoureux. Le cercle vicieux de l'amour, quoi. C'est-à-dire, on désire quelqu'un, et ensuite, peut-être qu'on désire être avec cette personne. Donc on peut désirer comme la santé que ça continue. Tu as donné l'exemple de la santé. Ce qu'on a envie, c'est que ça continue. Donc on pourrait désirer continuer d'être avec cette personne avec qui on a du plaisir quand ça se passe bien, etc. Non, tout ce que tu dis, c'est en gros le truc, on le possède comme si c'était, je sais pas, une tasse. J'ai cette personne, je n'en veux plus. Je comprends pas. Je comprends pas ta vision de l'amour. Le manque propre au désir est en fait impossible à combler. Donc on a dit que le désir c'était forcément un manque, gratuitement. Ensuite on a dit que du coup quand on comblait ce désir, on comblait ce manque et donc on ne désirait plus, gratuitement. Et donc maintenant on dit que le désir est forcément impossible à combler, gratuitement aussi mais en s'appuyant sur les autres gratuités. Schopenhauer l'a très bien exprimé. La vie aussi, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Quand je désire, je souffre, car je manque de quelque chose, et quand je satisfais mon désir, la souffrance est supprimée. Mais je m'ennuie, parce que du coup, j'ai plus rien à désirer. Schopenhauer, ce qu'il défend, c'est qu'en fait, quand on croit avoir du plaisir, c'est une illusion de positivité entre deux souffrances par comparaison. Pourquoi ? Comment il justifie ça ? C'est pas grave, on le répète, c'est Schopenhauer qui l'a dit. Mais pourquoi je commande ça ? On s'en fout pourquoi il dit ça, est-ce qu'il a testé sur des gens, est-ce que... On s'en bat les couilles ! Il l'a dit, c'est tout. Donc la satisfaction du désir ne nous donne pas vraiment le bonheur. Elle nous délivre juste de la douleur du désir. C'est quoi le bonheur ? Tu l'as pas défini, mec. C'est pour ça qu'on n'a pas conscience de ce que l'on possède et il faut le perdre pour sentir sa valeur. Bah non, je profite d'une jolie voiture que je viens d'acheter, j'ai totalement conscience que je suis content de la conduire, j'ai pas besoin de la péter pour me rendre compte que je suis content de conduire cette voiture. Un peu comme quand tu commences à perdre tes cheveux par exemple, c'était quand même pas mal. Un peu comme quand tu commences à perdre tes cheveux, mais il y a des meufs qui ont des putains de tignasses ou des mecs aussi et qui sont trop contents. Ouais, j'ai une trop belle tignasse, j'adore mes cheveux. Mais du coup, si le désir c'est un manque impossible à combler, est-ce qu'on est condamné à être malheureux ? On voit toujours pas le rapport entre désir et bonheur, puisque le bonheur n'a pas été défini. Et selon Épicure, lorsque tous nos désirs naturels et nécessaires sont satisfaits et que nous avons appris à ne rien désirer d'autre, alors nous sommes pleinement heureux. Ok, donc là on aurait peut-être enfin une définition du bonheur. Donc tous nos désirs naturels et nécessaires sont satisfaits. Donc en fait ça veut dire tous nos besoins quoi, c'est-à-dire qu'on survit. Donc si on survit, on est forcément heureux. Si on survit et qu'on prend conscience qu'on a vraiment besoin que de ça, si je veux manger une glace, j'ai pas le droit. Disons si je suis assez heureux et que je veux manger une glace en plus pour être encore plus heureux, non, tu fermes ta gueule, tu manges pas de glace. Mais du coup, est-ce qu'il existe vraiment une méthode pour être heureux ? Car si c'est le cas, on serait tous heureux quoi. Non, peut-être qu'on connaît pas la méthode, ou peut-être qu'elle marche pas pour tout le monde, ou je sais pas, il y a peut-être d'autres hypothèses, tu vois, on est peut-être pas obligé de conclure aussi vite, direct comme ça, que s'il existait une méthode, on serait tous heureux, non ? C'est un petit peu trop direct là, tu vois, comme raisonnement. Mais est-ce que le bonheur c'est pas subjectif ? Est-ce que le bonheur c'est subjectif ? Ça voudrait dire qu'on n'aurait pas tous la même définition peut-être. Pourquoi pas ? Mais pas totalement, c'est pas 100% subjectif, on a quand même un peu une définition en commun. Par exemple, dans les études scientifiques, pour mesurer, on demande aux gens, sur une échelle de 1 à 10, combien ils diraient. Et en fait, si tu fais grimper le nombre de gens qui répondent, t'arrives à quand même donner en moyenne à peu près des choses.
Si tu dis que le bonheur c'est subjectif, ça sert à rien juste de raisonner dessus, ça veut dire que chacun a sa définition du mot, et que même raisonner sur le mot n'a aucun sens. C'est un mot aléatoire, une case vide dans laquelle chacun met un sens. Et puis, est-ce que c'est vraiment possible de supprimer certains de nos désirs? Parce que oui, on peut renoncer à certains d'entre eux, mais ça veut pas dire qu'on les oublie pour autant. Et s'ils restent, ils continuent à nous faire souffrir. Ce qu'il faut, c'est le plaisir, c'est privilégier le plaisir, on s'en fout des désirs. Les désirs, c'est des conneries, c'est les émotions qui te donnent envie d'acheter tel ou tel truc, tel ou tel machin. C'est pas ça qui va faire que tu vas kiffer ou pas. Ce qui va faire que tu vas kiffer ou pas, c'est le plaisir. Donc faut analyser la situation et voir si tu vas avoir du plaisir. Voir si c'est pas un désir qui t'amène dans l'erreur. Donc on comprend qu'il n'existe pas de méthode infaillible pour être heureux. What? Mais d'où tu sors ça, mec? On a étudié juste une méthode, une demi-méthode avec 3 mots que tu définis pas, dont le plaisir et le désir que tu assimiles à la même chose. Et donc tu en conclus qu'il n'existe pas de méthode pour être heureux. Mais qu'est-ce que t'en sais? On fait le défi de trouver un truc qui est justifiable par une étude scientifique dans tout ce que balance Cyrus. Jusqu'ici, le désir nous a semblé être un truc négatif, qu'il faut maîtriser, voire supprimer. Mais si on essayait de voir en lui une puissance créatrice, qui nous projette au devant de nous-mêmes. C'est ce qu'a fait Rousseau par exemple. Il dit dans Julie ou la nouvelle Héloïse, « Malheur à qui n'a plus rien à désirer ». Cela veut dire que le bonheur vient non pas du fait d'obtenir ce qu'on désire, mais de l'action même de désirer. Ça dépend, il y a certains désirs qui sont des plaisirs et certains désirs qui n'en sont pas. Si je désire par exemple une très belle femme, en soi ça peut contenir une forme de plaisir, mais si ça devient obsessionnel, et si je commence à en souffrir et quand je la vois pas je la désire quand même et je souffre qu'elle soit par exemple inaccessible, bah là ça devient une souffrance. Donc le désir en lui-même peut être plaisir ou déplaisir. Désirer, c'est vrai, c'est ressentir un manque qui va créer de la peine. Mais ce manque, dû au désir, ce n'est pas forcément un problème pour l'homme. Au contraire, pour Rousseau, l'état de désirer se suffit à lui-même. Ça veut dire que le but du désir n'est pas d'obtenir l'objet qu'il convoite, mais de désirer. Tout simplement. C'est notre imagination qui fait que l'on est heureux qu'avant d'être heureux. Quand on désire quelque chose, on l'idéalise. Quand tu penses à tes prochaines vacances, tu te dis que ça va être la folie, piscine, soleil, soirée et tout. Et c'est là que ton bonheur est le plus fort. Car sur place, si tu compares le réel à ce que tu as imaginé, t'es souvent déçu. Oui, enfin un truc est confirmé par une étude. D'après certaines études, on a un maximum de plaisir, d'effets positifs sur notre état d'esprit global, qu'on pourrait appeler le bonheur, avant les vacances. C'est-à-dire quand on se prépare à y aller, on s'imagine et tout que ça va être génial. Effectivement, il a raison, là-dessus il a raison et ça a été démontré. Oui, enfin démontré. C'est plus probablement vrai, puisqu'on a des études et qu'il y a eu des expériences qui ont été faites sur des gens. Dites-moi si je me trompe en commentaire, mais j'ai l'impression quand même d'avoir plus de rigueur dans les vidéos philo-scientifiques où j'essaie de m'appuyer sur des études, mais je me trompe peut-être, dites-moi. J'adore ce que tu fais, c'est génial, ça donne à plein de jeunes envie de s'intéresser, mais ce qui est triste, c'est que ça se trouve, tu les prépares même bien au bac. Mais c'est quoi le bac du coup? C'est quoi la philosophie telle qu'elle est enseignée? La seule matière où on réfléchit un tant soit peu, on demande aux gens de réfléchir par eux-mêmes, on leur demande de le faire à partir de connaissances aléatoires, et pas du tout scientifiques, et de pas du tout hiérarchiser les connaissances. J'ai fait de mon mieux. Est-ce que c'est pas ça le principal finalement? Chacun fait de son mieux. Ils ont fait de leur mieux aussi pour faire cette vidéo. Moi je vais essayer de les convaincre que le mieux ça peut être différent. Mais bon, bonne journée à tous et à jeudi prochain. Bye bye.